Bon, la rentrée, pour nous, ce n'est pas un problème. Le ministre a déjà décidé, il a donné les dates. On devait rentrer le 15 de ce mois, mais certainement pour des dispositions qu'elle-même connaît bien. Et puis, avec le problème qu'il y a eu, LMD qui commence, beaucoup de gens ont eu du retard. Elle a dû repousser donc la rentrée au 22 octobre. Et elle a ouvert elle-même l'année académique en Bandaka. C'est là que tous les chefs, les présidents des conférences, les 26 conférences provinciales de l'enseignement supérieur ont accompagné son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, Recherche scientifique et innovation à cet événement. Chez nous, les 22 même, on a reçu quelques étudiants, comme toujours. Parfois, les gens ne croient pas, ils savent, mais on a reçu quelques étudiants qui sont venus et les cours avaient déjà commencé. Donc, hier, c'était le 23, aujourd'hui le 24. Les classes de recrutement sont déjà là, il n'y a aucun problème. Nous avons commencé les cours sans problème. L'horaire d'ailleurs, si je peux vous montrer, par exemple, vous voyez, j'ai déjà l'horaire pour ce mois d'octobre. L'horaire est déjà établi pour toutes les classes, toutes les promotions. Donc, ce n'est pas que on ne fait pas de blagues. On a commencé. Non, sur le plan comment on peut dire, du domaine, nous sommes restés dans le même domaine. Nous sommes dans le domaine des sciences et technologies. Et sur le plan des filières, non plus, il n'y a pas de changement parce que nous avons gardé les mêmes filières. Il y a la filière navigation et pêche. Là-dedans, on trouve les sciences nautiques, la mécanique navale et les sciences et technologies de pêche. Et puis, il y a la filière gestion maritime. Là-dedans, on trouve l'administration et gestion portuaire. Nous retrouvons aussi l'informatique, la gestion informatique maritime ou marine, comme on peut dire. Nous avons aussi les opérations douanières et maritimes. Donc, gestion des opérations douanières et maritimes. Ça sont ce que je cite après les filières, ce sont des mentions. On appelle ça des mentions. Donc, que ce soit pour le premier que j'ai cité. Donc, dans le premier groupe, il y a la mention sciences nautiques, sciences et technologies de pêche, et puis mécanique navale. Dans le deuxième groupe de gestion que j'ai cité là, donc il y a l'administration et gestion portuaire, il y a les opérations douanières et maritimes, et puis la gestion informatique maritime. Ça, ce sont donc des mentions. En plus de cela, nous avons un domaine, toujours dans le domaine même des sciences et technologies, mais qui a un pied dans les domaines, avec les domaines des sciences de la santé. C'est comment on peut appeler ça, une filière particulière, c'est la santé maritime. Parce qu'il y a bien de problèmes qui se passent en mer, dans les bateaux. C'est vrai, les maladies sont les mêmes, mais il y a des maladies qu'on ne trouvera jamais à terre. C'est quand on est en mer qu'on commence à développer certaines choses. Donc, c'est le technicien ou l'infirmier ou le médecin qui travaille en mer, il doit avoir certaines aptitudes. Et nous avons pensé former, parce que normalement, conformément à la loi, quand vous avez un certain nombre de personnes à bord, dans les grands bateaux, c'est plus ou moins 50 à 100 personnes, il faut au moins un médecin et 3 infirmiers à bord. Malheureusement, nous voyons des cas où le bateau qui est bondé avec presque 500 000 personnes quitte le port de Kinshasa ici et arrive jusqu'à Mbandaka, jusqu'à Kisangani, sans même un infirmier à bord. Et les gens s'improvisent. Parfois, les mamans accouchent. Il faudrait que d'autres mamans fassent le travail. Ce n'est pas normal. Il fallait au moins un médecin et au moins 3 infirmiers à bord. Donc, nous sommes en train de former le personnel médical adapté, un infirmier adapté au métier de la mer. Donc, il est en même temps marin et personnel de santé. Nous savons combiner toutes ces choses. Donc, c'est les techniques de santé maritime et nous formons des techniciens de santé maritime, donc en santé maritime. Voilà un peu. Donc, nous avons plus ou moins 3 filières.
navigation et pêche, gestion maritime et santé maritime. 3 filières. Dans ces 3 filières, nous avons au total 7 mentions. Bon, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? En fait, les pères fondateurs, c'est-à-dire le ministère de l'Enseignement supérieur à ce moment-là, universitaire, et nous-mêmes qu'on a jeté à l'eau dès les premiers jours sans savoir en fait où on allait, nous savions, quand on a créé ce système de sémage, on a voulu remettre ou développer chaque matière qui fait la caractéristique d'un milieu. Quand vous voyez par exemple, je donne seulement l'exemple, à Tchela, on avait créé un ICA, un Institut supérieur d'études agronomiques, parce qu'on savait que le Mayombe, c'est le bois, c'est la forêt. Donc on a créé, c'est un exemple que je donne. On a mis à Kinzaoumbouete un Institut supérieur de développement rural, parce que aussi, ils sont forts dans ces choses-là, déjà de nature. Donc il fallait développer la force du milieu. Et à Mwanda, en fait, le seul établissement que le gouvernement avait trouvé qui devait être à Mwanda, c'est l'Institut supérieur de navigation et de pêche. C'est ça la vocation de Mwanda, de par sa nature, avec sa proximité avec l'océan Atlantique. Donc, l'Institut supérieur de navigation et de pêche est venu vraiment à sa place. Aujourd'hui, on peut ajouter tant d'autres choses, mais tous les habitants de Mwanda, je peux dire, pouvaient devenir marins. S'il y a du travail, ce ne serait pas un problème. Parce que nous avons la mer ne trahit pas et ne séchera pas du jour au lendemain. Jusqu'au retour de Christ, il y aura l'eau. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Aujourd'hui maintenant, on essaye d'ajouter beaucoup d'autres choses, parfois qui ne servent à rien, mais la vocation universitaire de Mwanda, c'est l'Institut supérieur de navigation et de pêche. Kasavubu, vous l'avez déjà créé en 1964. Oui, ici à Mwanda. Ça a commencé à fonctionner à Banana, puis ils sont venus à l'Athénée ici. En fait, l'Athénée était déjà un peu croulant. Oui, c'est un Athénée. Croulant déjà. Mais c'est l'arrivée de l'Institut, on appelait ça Institut national de navigation et de pêche. Il y avait une section secondaire et une section supérieure. Donc, et l'école secondaire et l'école supérieure dépendaient du même directeur général. Que j'appelle, que je reconnais encore Papa Ntsumbulive Vulamunkala, qui était DG à ce moment-là. Donc, Kasavubu avait déjà compris qu'il fallait une école navale, qui avait déjà commencé à fonctionner. C'est quand ça n'a pas marché que finalement l'Athénée a bénéficié de tout ce que l'école avait laissé. Table, chaises, cuisine et consort. Parce que là, on avait donné, je me souviens qu'on me disait que l'école recevait $1 million par an, par mois, comme frais de fonctionnement. Vous voyez que ce n'était pas une blague, c'était une grande école. Malheureusement, à cause des guerres intestines et des batailles et tout ça, l'école a disparu en 1969, sans avoir jamais diplômé un seul candidat. Mais il y a des anciens qui sont allés terminer en Europe, comme, je ne sais pas, je crois qu'il vit encore, le général Mavoie, dont vous avez entendu parler ici, amiral Mavoie, et beaucoup d'autres personnes qui avaient commencé ici. Même des enseignants de Mwanda, qui avaient commencé ici à l'école de navigation, mais quand ça a fermé, ils sont allés se débrouiller pour faire la pédagogie à Kango, je ne sais pas où. Donc, ça fonctionnait pendant 4 ans, de 64 à 69, il y avait l'école de navigation, mais ça n'a diplômé. Aucun n'est sorti d'ici avec un diplôme, ni en secondaire, ni en supérieur. Et puis, ça a disparu. Donc, dès le départ, la vocation de Mwanda, c'est l'eau. Et donc, une université qui développe des qualités de l'eau. C'est important. Donc, l'ISNP est à sa place à Mwanda. On ne peut pas venir s'étonner, mais qu'est-ce que c'est un institut de navigation fait là-bas? Nous sommes à notre place. Et quand on parle du port en eau profonde, est-ce que vous savez que ça date déjà du temps colonial? Donc, Kasavubu avait aussi en tête les ports en eau profonde. Il savait que Mwanda changerait et qu'il nous fallait des marins pour cela. Parce que jusque-là, qu'est-ce qu'on donnait dans le temps? Nous, on donnait des débardeurs, c'est-à-dire des gens qu'on embarque pour lui dire, tire le cordage là-bas, fais ceci. L'essentiel pour lui, c'est de faire le voyage jusqu'à Anvers, il revient, non, Nakenda Poto, Nakenda Kapoto. Mais en fait, nos marins de Matadi qui allaient en Europe, je ne parle pas de ceux qui ont terminé à Anvers après, mais je parle de la vieille école, les anciens. Comme notre ancien, je peux vous citer Papa Boué de Pierre, qui était l'ancien chef de secteur de Chikaï,
dans les années avant, les années 30 et quelques, je pense, ou 40 quelques. Et puis, il est devenu chef de secteur assistant ou adjoint de la mer quand on a unifié le secteur de Bawoyo et le secteur de Chikai. Mis ensemble, on a créé le secteur de la mer. Lui est devenu adjoint. Celui qui était chef à Bawoyo est devenu titulaire. Ce papa-là, quand vous regardez son curriculum vitae pour que les Belges le prennent, on dit il est débardeur. Il a fait beaucoup de voyages en Belgique. Embarquer les choses dans le bateau, comme les Blancs ne voulaient pas faire les choses eux-mêmes. Mais on ne peut pas continuer à rester à ce niveau-là. C'est comme ça que l'État a créé sa propre école de navigation. C'est vrai, on a eu beaucoup de batailles, beaucoup de suspicions. Comme pour la médecine, quand on a créé la faculté de médecine pour la première fois en 68 ou 69, quand on sortait les premiers diplômés, parce qu'on a créé bien avant, les gens disaient non, on ne peut pas former un médecin au Congo. Mais quand ils ont terminé 67, 68, vous voyez quand même que jusqu'aujourd'hui, c'était les meilleurs ou c'est les meilleurs médecins que nous avons. Il y en a qui sont devenus même professeurs. Donc, on peut, quand on a la volonté. Et l'État a créé l'Institut de navigation et de pêche à Mwanda. Nous sommes en train de vivre la réalité. Le port en eau profonde est en train de venir. Qui va travailler là-bas? On va encore apprendre aux gens comment on fait ceci, on fait... Non, il faut des gens qui connaissent déjà le métier. Il faut des gens qui... Donc, c'est vraiment un avantage. Et maintenant, nous avons un chef d'État, un président qui est visionnaire. Quand il parle, les gens disent, ah non, allo bakaka kabo. Et puis tout d'un coup, pouf! Aujourd'hui, les bateaux sont là-bas. Vous savez, il y a au moins 7 navires là-bas. De pêche? Oui, de pêche. De charité. Je peux vous dire que Batu Bazate Bakusala. Parce que maintenant, on ne va pas aller dans le village pour dire, Boya Kusala. Batu Bazate Bakusala dans Masuawana. On ne va pas risquer de le mettre comme ça à flot et puis on vous apprend qu'il a cogné sur une pierre à Ditade ou quelque part là parce qu'il ne sait pas comment on conduit un navire. Donc c'est dans ce sens-là. Donc on est en train de former des équipes. Nous avons déjà envoyé les listes de nos enfants, tous les finalistes. Donc beaucoup quand moi que bana na bino bazo kansa bazo chemin na bandako. D'ici là ils vont être embarqués dans tous ces navires de Boma. On ne prendra pas des gens formés sur l'État, non. On ne prendra pas des gens formés sur l'État. On va prendre des diplômés et des diplômés de l'ISNP. Vous avez vu, le ministre de la Pêche est venu. Ouais. Il a visité les bateaux. Il a dit, mais qui va travailler ici? On lui dit, mais il y a une école de navigation. Il est venu, il dit, envoyez-moi toutes les listes pour qu'on essaye déjà de faire des équipages. Si vous prenez ne fût-ce que 10 personnes par équipage dans un bateau, pour un bateau de pêche en tout cas, ce sera au moins 10 personnes. Vous prenez 3 équipages, ce sera 30 personnes. 30 personnes, il faut 30 personnes fois 7 navires, ça fait 210 personnes. Wow. Il faut un diplôme pour travailler, que ce soit dans la pêche, que ce soit pour la mécanique navale, que ce soit pour conduire à la passerelle. Il faut un diplôme. Donc c'est comme ça que vous voyez que si c'était facile, mais les politiciens auraient déjà rempli leurs petits frères et cousins là. Ça fonctionnerait déjà. Même là, on ne peut pas blaguer. C'est comme un médecin. On ne peut pas. L'hôpital peut chômer. Vous voyez, Mama Yemo. On a grandi ça. On est en train de chercher des médecins qui ont avec des spécialités particulières. Le ministre de Santé a des problèmes. Parce que, il faut trouver. Il faut pas le mettre parce que mon cousin, je le mets là-bas. Les jours où il tue quelqu'un, on dit non, il n'avait pas ce diplôme-là. C'est la même chose pour les navires là. Le président a dit, il faut des spécialistes pour travailler, faire de la pêche. On est en train de former les équipes. Alors les politiciens sont bloqués. Nous, on est au fond de la casserole. On est venu nous chercher comme ça parce que le président est visionnaire et il a voulu protéger sa marchandise ou le matériel qu'il a donné. Donc pour moi, l'ISNP est plus que jamais parti. Ne fût-ce que pour ces 7 navires, nous sommes là pour au moins 100 ans. Ne fût-ce que pour gérer ces 7 navires. Et je ne pense pas que le président va s'arrêter à un si bon chemin. D'ailleurs, vous avez vu les images. Le ministre est allé encore. On a encore commandé, si c'est 8 encore. Il est allé en Espagne. Il a encore commandé le ministre de la Pêche. Donc ça vient. Donc le président veut vraiment que, comme nous disons qu'il y a 16 000 kilomètres de voies navigables au Congo. Donc tu prends, sans compter l'estuaire, hein, nos 35 kilomètres ici, on peut même pas dire, c'est des boulevards. À ta place, au Kobe, les Bako exacté. Mais sur le fleuve, il y a 16 000 kilomètres. On n'a même pas besoin d'arranger grand chose. Tous les bateaux peuvent entrer et nous amener du poisson ou amener des marchandises. Et le président tient à ça. Il veut exploiter ces boulevards maritimes et pour ça, il faut des gens formés. Déjà, au niveau, quand vous allez chez CVM, vous allez chez beaucoup d'autres sociétés maritimes, on n'envoie plus des gens, du moins les sociétés d'État. Bazo former les sous na Porto Théo Anvers, on dit envoyer à l'ISNP.
Et nous remercions beaucoup les autorités de la CFM, de la SOCIR, qui nous ont fait confiance. Quand vous allez chez eux aujourd'hui, tous leurs bateaux sont conduits par nos enfants, avec quelques anciens d'Anvers qui sont encore là avec eux. Donc voilà un peu. Pour moi, c'est pas une aubaine, mais c'était normal. Il fallait seulement qu'un chef d'État, j'allais dire normal, arrive au pouvoir pour voir, mais on ne peut pas continuer à perdre comme ça. Il faut mettre la pêche en activité. Et d'ici 1 ou 2 ans, si ça démarre, vous serez étonnés. Vous serez étonnés comment le poisson va vraiment abonder ici. Parce qu'on va donner même dans les lacs. Vous savez, nous sommes en train de parrainer la création aussi d'une école dans les lacs aussi, dans les grands lacs. On est en train de faire. En Bandaka, on est en train de faire une école de pêche aussi. Donc nous ne voulons pas être les seuls. Parce que l'eau, c'est ce que Dieu a donné vraiment aux Congolais. C'est l'eau. Et le président de la République a compris et veut l'exploiter. Avant ça, je voudrais même dire que même dans le domaine de la gestion maritime, quand vous voyez nos jeunes gens qui terminent comme informaticiens, quand ils travaillent quelque part, ils excellent toujours. Nos douaniers, vous n'avez pas l'idée comment on les aime à la DGDA. Oui, ceux qui sont engagés là-bas, ils font de bons résultats, ils travaillent bien. Et nos techniciens de santé maritime, en attendant, parce que maintenant quand on va embarquer dans les navires, nos infirmiers vont entrer à bord. Ils vont entrer à bord. Mais en attendant, ils sont à terre et ils travaillent bien. Quand vous allez dans beaucoup d'hôpitaux, ils sont même infirmiers chefs de poste. Oui. Ils sont infirmiers chefs de poste. Ils travaillent. Donc, nous mettons un accent sur la formation. Vous savez, j'ai suivi il y a quelques jours là, parfois en passant, les gens ne me connaissent pas. Et des gens passaient devant chez moi, j'appelle chez moi l'ISNP. Moi, souvent, je vais à la porte pour causer un peu. Il dit, ah, en tout cas, awa kutu moyen to meka izate awa pozwa donc eza passe, il faut que échouer. Donc, je me suis dit, donc, il y a des endroits où, quand tu entres aux anneaux cirque, au Kosil Sakaka, peut bien. Non. Non. Nous sommes en train d'abîmer la jeunesse, Mathieu. Nous sommes en train d'abîmer la jeunesse. Vous pouvez demander à tous mes collaborateurs, à toutes les réunions, je l'ai dit. Je ne sais pas, je n'ai jamais travaillé dans une école privée, un enseignement privé, mais je crois que même dans l'enseignement privé, c'est pourquoi ils mettent des frais d'études un peu plus élevés que dans l'enseignement officiel. Parce que eux, ils n'ont pas ce que l'État verse. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'à l'ISNP, par exemple, l'État, en matière de salaire, c'est pas qu'il nous donne cet argent, mais en matière de salaire, l'État amène à l'ISNP Mwanda chaque mois plus ou moins 60 millions de francs congolais. Nos salaires. Bon, s'il y a des travailleurs là, ils vont dire, mais chef, moi je ne touche que 400 000. Oui, mais chacun a sa part. Si on met tout ensemble, en tout cas l'ISNP, je peux vous montrer les relevés de paye de la banque, au moins 60 et quelques millions chaque mois. Mais quand je vois le budget que nous faisons dans le fonctionnement avec l'argent des étudiants, l'année passée, l'argent des étudiants que nous avons récolté, que nous comptions récolter, parce qu'on n'a même pas fini de récolter, mais si on avait tout récolté, on aurait 480 millions. Vous comprenez? 60 millions, quand tu multiplies par 12, ça donne combien? 500 millions, je crois que c'est ça. 12. Ouais. 60 millions fois 12, oui. 720 millions. 720 millions de francs par an que l'État congolais verse à l'ISNP. Bien sûr, nous disons, mais est-ce que vous voyez le montant que l'État donne, met à la disposition des travaux de l'ISNP, ceux du moins qui sont immatriculés, qui sont payés par l'État congolais? Donc déjà, nous avons cet avantage-là. Même quand on vient ajouter les 480 millions des étudiants, les écoles officielles ont déjà une base. Il peut dire aux enseignants, je ne peux pas vous payer vos primes parce que vous comprenez. L'enseignant ne va pas vite bouder parce qu'au moins il a le salaire. Il a le salaire. Alors dans le privé, ils doivent demander un peu plus parce qu'ils n'ont pas l'hélicoptère que l'État nous donne, comme les mamans appellent dans les églises. L'hélicoptère, nous on a l'hélicoptère. Alors j'ai dit aux étudiants, à mes collaborateurs, même s'il arrivait que nous n'ayons que 10 étudiants cette année-là, nous allons travailler. Si c'est pour notre sérieux que les étudiants nous fouillent,
Eh bien, que les papas amènent leurs enfants là où ils pensent que dans 2 jours, ils lui amènent un diplôme. C'est leur problème. C'est leur problème. Vous arrivez à 18h, 17h, et puis tout d'un coup, à 20h ou 20h, on vous dit non, d'ailleurs, les groupes, il n'y a pas de carburant aujourd'hui, vous pouvez rentrer, les cours est terminé. Non. Non. C'est un danger. Il y a des principes qu'il faut suivre. L'enseignement privé à l'étranger, c'est les meilleurs mêmes enseignements. Même à Kinshasa, quand vous arrivez, vous voyez le sérieux. Je ne vais pas citer des universités ici pour ne pas faire la publicité, mais vous voyez le sérieux que les privés mettent. Et ils demandent. Moi, j'ai eu un enfant qui a fini médecin dans une école privée. J'ai payé $1000 par trimestre comme frais d'études. J'ai payé parce qu'ils veulent mettre le sérieux. On ne peut pas copier l'État qui demande, par exemple, $200. Vous demandez $200. Mais comment vous payez les enseignants? Moi, je soutiendrai la cause des privés. Quand on me dit que tel privé, il a demandé trop, je dis non. C'est l'exemple que je lui donne toujours. Nous, quand vous voyez que l'État nous dit de demander $200, $300, c'est parce qu'il nous donne déjà ça. Mais si nous n'avions pas cette base-là, mais l'État serait aussi dans les $700, $800. Donc, mais je veux dire simplement que qu'on ne fasse pas la formation pour la formation, parce qu'on veut donner des diplômes aux étudiants. Non. Il y a des gens qui terminent, qui ne savent même pas toujours écrire leur nom. Ce n'est pas normal. Donc moi, quand on me dit non, les gens fuient parce que on est trop rigoureux. Je dis Seigneur, on n'est pas méchant. Je dis toujours aux enseignants, ne soyez pas méchants, mais soyez stricts. L'enfant doit mériter son diplôme. Notre raison à l'université, la présence de l'université, c'est la réussite de l'étudiant. Mais ce n'est pas à nous à travailler à sa place. Ce n'est pas à nous à travailler à sa place. Donc, nous continuons à être sévères, à être stricts, non pas méchants. Nous aidons l'étudiant à bien travailler. J'étais encore en train de dire dernièrement à mes enseignants. Maintenant, avec j'aborde aussi le système LMD. Nous sommes entrés dans le système de LMD en plein. Donc, j'ai dit à mes enseignants, vous savez, dans le système LMD, quand il y a un cours de 75 heures, vous l'enseignant, vous n'avez, avec vos TP, donc les cours magistrales, les TP, les travaux dirigés, vous n'avez que 50 heures. Les 25 heures, c'est la propriété de l'étudiant. Donc, il doit aller travailler et venir remettre 1 ou 2 semaines après. Donc, dans chaque cours, l'étudiant a droit à 1/3 de la charge horaire. Donc, c'est là où les étudiants vont, en faisant à la maison, ils vont avoir quand même un peu d'argent. Par exemple, moi, si je donne un cours sur qui concerne le climat, ou la climatologie, ou l'océanographie, je peux dire aux étudiants, le premier jour où je termine mon cours, je dis non, vous allez maintenant sur la plage, vous me ramassez chacun tel nombre de crabes. Et essayez de donner les numéros. Vous avez Internet, donnez les noms par d'autres. Donc, ça, c'est le travail de l'étudiant. Il est déjà compté pour 1/3. Yaye. Donc, ils ont encore beaucoup plus de chance avec le système LMD. Donc, nous, avec le LMD, nous sommes encore plus stricts. Cette année, nous allons entrer, nous avons déjà fait 2 ans de LMD, de licence. Maintenant, nous commençons le master cette année. Oui. Que les gens le sachent. Nous commençons le master. S'il y a des anciens gradués qui veulent faire le master chez nous, l'État dit qu'il faut une passerelle. Donc, une année où on vous met à niveau pour que vous ayez le diplôme de licence et que l'année prochaine, vous puissiez commencer le master proprement dit. Mais nos enfants qui ont terminé cette année ou l'année passée, nous les attendons qu'ils reviennent. Parce que maintenant, les études, le LMD, les études, en fait, c'est le master. Tu dois sortir avec un master. Sinon, il faut terminer. Donc, ils doivent continuer à prolonger. Cette année, nous avons commencé. Je ne veux pas dire que nous allons commencer. Nous avons commencé avec le master. Et vous m'avez trouvé, j'étais en train de parler à gauche et à droite. Je suis déjà en très bonne relation avec le l'ISTA Kinshasa. Donc, des grands professeurs que j'ai eu ici comme des assistants quand je suis venu, des assistants de l'ISTA qui venaient, ils ont fait leur thèse en Chine et par-ci par-là. Ils vont revenir maintenant pour tenir le système de master chez nous. Donc, c'est vraiment parti. En fait, je vous coupe pas la parole. Oui.
le nombre, comme je vous ai dit, le nombre d'étudiants, en tout cas, m'importe peu. Tant que l'État me paye, même si je n'ai qu'une section avec 10 étudiants, je dirais à ces enseignants-là, on continue. Les autres enseignants, on les affectera dans d'autres universités, ils ne vont rien perdre. Mais je ne crois pas qu'on arrivera un jour à ce point-là. Mais en ce qui concerne l'infrastructure, vous savez qu'on a eu un problème là en 2024, l'année passée, le 12 avril, nous avons été agressés, attaqués par les élèves de l'école GESCOM. Bon, c'est la jeunesse. Est-ce qu'ils avaient été instigés? Ce n'est plus le problème aujourd'hui. Quand le Seigneur vous donne la possibilité de transcender une situation, il faut vraiment la transcender et avancer. Parce que chaque année, nous dépensions à peu près 10 000 $, mais les gens ne le croient pas. On dépensait à peu près 10 000 $ pour entretenir notre bâtiment. Pour que nos WC restent toujours pimpants neufs, parce que quand vous partez, les enfants viennent tout salir. Ils viennent tout casser. Alors, il faut remettre. Ça nous coûtait plus de 6 à 10 000 $. Il fallait remettre la peinture chaque année. Quand vous allez, les fenêtres sont éventrées jusqu'aujourd'hui. Mais si c'était que nous étions encore là, on aurait remis. Et donc, on faisait des recommencements comme cela. Les enfants venaient trouver de très bons bancs, de très bonnes tables et chaises, et puis ils cassaient tout, et puis nous, on remettait encore. Quand là, ils ont amené cet esprit-là, ils ont brûlé, nous ont brûlé plus de 800 tables, 800 chaises, et plus ou moins 200 tables. Brûlées, on regardait, brûler ça devant le préau là-bas. Bon, c'est de l'histoire maintenant. Mais qu'est-ce que nous devons récolter là-dedans, retenir? C'est que ça nous a réveillés. On a dit, mais on dépense 10 000 pour entretenir quelque part. On nous dit que ce n'est pas chez vous. Ce n'est pas chez vous. Alors non. On commence. Donc quand on a commencé ici, c'était un croquis sur mon papier. J'ai dit, on va commencer. Et on a fait ce bâtiment que vous voyez là. Un bâtiment qui a 9 auditoires, un grand auditoire et 8 moyens. Et puis, nous avons la salle de promotion. Donc, les proclamations qu'on sort se passeront maintenant là-bas. Nous sommes en train de finir. Je crois que vous avez vu du matériel, il y a des lambris qui viennent d'arriver. Les carreaux sont arrivés hier. Donc, on est en train de mettre les bouchées doubles pour que les enfants se sentent bien ici. Donc, nous n'avons pas pour le moment de problèmes. Et d'ailleurs, dans notre plan, cette année, si Dieu le permet, nous sommes en train de quitter ce bâtiment de bureaux parce que nous allons construire un bâtiment, les bureaux devant, déjà prévu, mais on va commencer par une salle nautique. Là, vous avez vu les briques là, salle nautique, parce qu'on nous a cassé notre salle d'exercice pour les marins. On va refaire d'abord cette salle parce que ma priorité a toujours été l'étudiant et sa formation. Parce que parfois les gens viennent chez moi, ils s'est oublié, mais DG, mais vous n'avez même pas de fauteuil quelque part, il faut arranger les bureaux. Je dis non. Les jours où les étudiants seront vraiment à l'aise, moi je chercherai à arranger mon bureau. Sinon, il faut attendre celui qui vient me remplacer, qui dise directement, moi j'arrange, je ne peux pas travailler dans la classe. Je dis non. Moi je sais comment j'ai commencé. Quand j'ai commencé ici, d'abord il n'y avait pas de bureau. Nous étions sous un arbre au GESCOM. Je sais, j'ai signé les premières attestations de réussite sous un arbre au GESCOM. Ça ne m'a pas gêné. Et puis on a commencé ici, j'étais dans un bâtiment sans rien, avec des briques non même crépies. Déjà, je suis dans cette situation. Pour moi, j'ai beaucoup changé. Mais vous qui venez de chez vous, me trouvant dans cette situation, vous dites, mais comment il peut être dans un bureau comme ça? Mais moi, je sais comment j'ai évolué. Ma priorité, c'est les étudiants. Le reste, ça ne compte pas beaucoup. Mon conseil, tout simplement, c'est que dans un milieu, l'État sait ce qui va bien ou qui doit aller bien, ou ce qui va aller avec. Et quand vous voyez le port qui vient, même dans le métier du pétrole, le pétrole, le 4/5 du pétrole produit dans le monde, c'est en mer. Hein? Ouais. C'est en mer. Donc, si on a des mécaniciens marins, ils travaillent mieux que les autres. Et la preuve, d'ailleurs, nos enfants font leurs preuves là-bas en mer. Donc, Dieu nous a donné à Mwanda l'océan. Et le port en eau profonde va nous donner la preuve que si tu n'as pas un diplôme maritime, s'il faut dire comme ça, tu as des problèmes pour trouver du travail. Tous ces blancs que vous voyez là-bas qui viennent, même si il est ingénieur de ceci, il est ingénieur, c'est d'abord des marins. Beaucoup de gens ne le savent pas, même dans les entreprises pétrolières.
c'est des marins. Et par manque de certaines personnes, j'ai connu un ami ici qu'on avait même débauché à la force navale en France pour aider d'abord. Donc un marin est toujours mieux adapté à travailler en mer que n'importe quel autre spécialiste, même s'ils ont le même diplôme. Un ingénieur marin est différent d'un ingénieur tout court. Parce que lui, s'ils vont en mer, l'autre va trembler, mais le premier, il connaît la mer. Donc voilà un peu, j'encouragerai les jeunes à venir, je ne veux pas dire à l'ISNP, non. Les métiers que Dieu a donnés pour les jeunes de Mwanda, si nous voulons ne plus crier les années qui viennent, oh non, nous on ne nous prend pas, nous on ne nous prend pas, nous on ne nous prend pas. Les métiers que Dieu nous a donnés, c'est la mer. Et c'est l'ISNP qui forme les marins. Maintenant, les autres provinces aussi ont commencé à comprendre. Je vous ai dit, on va créer une école, on vient de créer une école en Bandaka, de l'État. On vient de créer une école au Grand Lac, de l'État. Parce que eux, ils comprennent. Et quand vous allez voir les autres provinces déferler, non, nous, on ne nous prend pas. Non. Soyez les premiers, parce qu'eux, ils viennent de commencer. Nous, on est là depuis longtemps. Donc, j'encourage les jeunes à venir faire la navigation, la pêche, les sciences et technologies donc de pêche, la mécanique navale, la gestion des opérations douanières et maritimes. Un douanier tout court est différent d'un douanier marin. Oui, je vous donne un exemple. Vous arrivez au port là-bas, des douaniers travaillent. Nos marins, nos douaniers savent, nos finalistes savent que dans la cale, on peut avoir des sous-cales. Mais le capitaine peut vous emmener en tant que douanier. Vous dites non, je n'ai rien étranger, je transporte du métal ici et tout. Il n'y a plus rien que des barres de fer. Mais le marin, il va regarder les tirants d'eau. Il dit, mais la cale ne peut pas s'arrêter ici. Tout le fond qu'il y a, c'est quoi? Il va chercher une ouverture pour trouver la sous-cale. Vous voyez un peu. Et vous risquez d'aller trouver là-dedans du chanvre, de ceci, de cela. Et quand le marin là entre dans un bateau, les douaniers marins entrent dans un bateau, il sait comment se diriger dans un navire. Quand il y a une sirène qui retentit, il sait ce que signifie cette sirène. Tu vas croire que c'est on siffle cette sirène pour vous accueillir. Non. On est en train de dire, quittez les navires, évacuez les navires, évacuez les navires. Et vous allez croire que c'est moi qu'on accueille. Donc c'est un peu dans il y a beaucoup de choses. Le monde maritime est un monde à part. Le bateau, c'est un pays. J'ai toujours dit ça. Le bateau, c'est un pays. Il a ces réalités que le monde de la Terre ne maîtrise pas. Voilà, à moins que vous puissiez avoir un autre message, soit pour mettre faire notre interview. Pour que nous puissions clore. Bon, vous m'aviez parlé un peu de mes responsabilités au niveau de l'enseignement supérieur au niveau du Congo central. En fait, moi, je suis directeur général de l'Institut supérieur de navigation et de pêche. Je suis aussi le président de la sous-conférence. Donc, en province, chaque province a un président de la conférence provinciale de l'enseignement supérieur. Nous n'avons pas de ministre provincial. Ce sont les présidents des conférences qui sont eux-mêmes aussi chefs d'établissement quelque part. Donc, recteurs, pour la plupart, c'est des recteurs. C'est eux qui sont les présidents. Chez nous, c'est le recteur de l'université Kasavubu, l'abbé Darius, professeur Darius, qui est le président de la conférence provinciale de l'enseignement supérieur universitaire du Congo central. Donc, depuis Kasangulu jusqu'à la mer, c'est lui. Il a 2 adjoints qu'on appelle des sous-conférences. La première sous-conférence va de Kasangulu jusqu'au Pompozo, sans entrer dans Matadi. Donc, Songololo jusqu'à Kasangulu, ça c'est une sous-conférence qu'on appelle la sous-conférence des cataractes. Et c'est le DG de l'IE, professeur Soleil Wamwini, qui est DG de l'ISP Mbanzangungu, qui est le président de la sous-conférence des cataractes. Il y a la sous-conférence du bas-fleuve. Ne prenez pas cette division comme dans les temps. Le bas-fleuve, pour nous, et c'est la réalité en fait dans la géographie, les bas-fleuves, c'est depuis l'autre rive d'Impozo jusqu'à l'océan. Donc la ville de Matadi, Boma, Tchela, Mayo, tout.
jusqu'à Mwanda, c'est le bas fleuve. Et c'est ce que moi, votre humble serviteur, je dirige, ou je coordonne, pour pas dire diriger, je coordonne. Donc ça, c'est ma responsabilité. Bien sûr, il y a des établissements qui sont, j'ai les établissements que l'État m'a assignés à coordonner, qu'ils soient privés, qu'ils soient officiels. Et je vois que cette année, les désordres a repris presque par-ci, par-là. Mais le président de la conférence, il a réuni avec le ministère et le ministre ces jours-ci. Dès qu'il vient, nous allons commencer une enquête pour voir quels sont les établissements qui ont le droit d'exister au Congo central. Donc, cette fois, on ne publie pas la liste des établissements à fermer parce qu'on les a déjà fermés. Ils ne veulent pas fermer. Mais on va publier à la radio, à la télévision, on va afficher dans les territoires, dans les villes, les mairies, on va afficher la liste des établissements reconnus, publics ou privés au Congo central. Je crois que c'est mieux. Au lieu de chercher où est le voleur, cherchez à voir où sont vos enfants. Il dit, bon, il y a quelqu'un qui court là-bas, non, je ne connais pas. Mais on dirait qu'il ressemble à ton enfant, non, mon enfant est ici, il est assis. Donc nous allons donner la liste des établissements privés et publics que l'État congolais reconnaît au Congo central. Et pour ma sous-conférence, je dirais au Mayombe, au Poule, pardon, au bas fleuve. On publie. Comme ça, quand quelqu'un va aller construire, inscrire son enfant quelque part, il peut aller au territoire, il peut aller à la radio, demander, donnez-moi la liste des établissements de Mwanda. Si vous ne trouvez pas quelqu'un là-dedans, sachez que c'est un faux. Même si c'est le meilleur que vous pensez, c'est qu'il fausse. Évidemment, on pourra commettre une erreur. Ils viendront justifier, mais je ne crois pas. Parce qu'on va d'abord sillonner ces établissements pour voir qui finalement a eu les papiers ou qui n'a pas eu les papiers. Donc ça vient. Hier, j'ai croisé un papa au territoire. Il dit non, je voulais emmener ma fille là-bas chez vous, mais elle veut seulement faire tel établissement. Je lui dis non, il n'y a pas de problème. Vous êtes libre. Mais en tant que papa, je vous dis, là où vous allez, moi en tant que président de la conférence, je ne connais pas. Je ne connais, mais je vous le dis en tant que papa, je ne peux pas le dire à votre fille. Et parce que vous m'avez posé la question sur la route d'ailleurs. Sinon, je ne vous répondrai même pas. Parce qu'on va dire, non, c'est lui qui fait ça. Donc, je vous en prie, comme votre fille veut étudier là-bas, si vous pouvez lui expliquer à la maison, je ne dis pas qu'il vienne faire ce qu'il veut faire chez moi. Non, il y a bien des établissements privés à Mwanda qui sont en ordre et qui fonctionnent, qui ont la matière que tu me montres là-bas, que ta fille veut faire. Il peut aller là-bas. Mais là où tu me dis, ils ne sont pas en ordre. Les diplômes là, vous allez les garder comme monument à la maison. Parce qu'ils n'auront même pas les diplômes. On va leur lui donner une attestation disant comme ils copient toujours les agréés, les privés agréés et les publics. Il dit toujours, non, les diplômes, elle a la signature du ministre qui dit que votre diplôme est chez le ministre. Bon, ça ne fait rien. Ce sera le langage. Mais, j'ai dit ça au papa hier. J'ai dit, je ne vous empêche pas. Je ne vous mets pas dans ma voiture pour vous emmener. Non, il y a bien des établissements en ordre, agréés, privés, ici à Mwanda, où vous pouvez emmener votre enfant. Je lui ai même cité 2. Mais j'ai vu qu'il ne changeait pas de direction. Il continuait là où il allait. Bon, il est libre. En tout cas, je lui ai dit, toi au moins, tu ne m'accuseras jamais de n'avoir pas parlé. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie aussi du temps que vous avez pris. Nous sommes là pour la jeunesse, comme j'aime toujours le dire. Nous n'avons plus grand-chose vraiment. Nous sommes venus pour la jeunesse. On a vieilli ici avec la jeunesse. C'est pas maintenant qu'on va les abandonner. Même si j'ai souvent dit ça ici d'ailleurs, les jours où quelqu'un me remplace, et ça va arriver nécessairement, ça arrivera d'une manière ou d'une autre. Mais si je suis encore vivant, j'ai dit cette personne, la première personne qu'il va trouver qui l'embêtera, c'est moi. Parce que je veux veiller à ce que ça continue. Parce que personne ne peut commencer une chose et voir que quand on l'a remplacé, ça s'est fermé, non. Donc je tiendrai à l'encourager à venir. Je serai son premier conseiller. Non pas pour qu'il me paye l'argent, mais pour que mon œuvre demeure. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie encore une fois.